Ça y est. Bonjour. Pour ceux qui nous connaîtraient moins bien, simplement très rapidement, qui sommes-nous? Nous sommes une société de gestion entrepreneuriale. J'ai créé en 2006. Nous sommes 10, donc 4 gérants. On a une gestion dite de conviction, recherche de performance, prise en compte des critères ESG et une gestion active des risques, ce qui est une de nos particularités, je dirais. L'univers d'investissement, double expertise, actions et obligations de la zone euro, nos valeurs, indépendance, service, performance, investissement responsable. On a une gamme diversifiée d'OPC qui sont ouverts, développés sur nos expertises taux, 3 fonds, actions, 2 fonds et 2 fonds en gestion diversifiée. Nos encours gérés et conseillés dépassent légèrement 600 millions d'euros. Le capital de la société est détenu par le fondateur et les gérants. Vous voyez les petits camemberts qui sont à droite. Vous voyez qu'on a un équilibre de clients entre les institutionnels, la distribution, multigestion, etc., sans oublier les particuliers. Et par classe d'actifs, on voit que les obligations sont légèrement dominantes par rapport aux actions. Voilà, une petite présentation, Gaspard-Chidon. Je passe maintenant la parole à Marie-Laurence. Oui, bonjour à tous et merci d'être venus nous rejoindre. Je vais tout d'abord vous parler de la situation en quelques mots macroéconomique, puisqu'on a eu un changement radical de donne entre 2021 et 2022. 2021, c'était le risque sanitaire qui prédominait et là, le risque d'inflation a complètement éclipsé ce risque sanitaire, puisque non seulement on avait le problème de production des goulots d'étranglement liés dans les chaînes de production liées au rebond de croissance post-confinement, post-économie fermée, plus ou moins fermée lors du confinement. Mais en plus, nous avons eu la guerre qui a accéléré ce mouvement, guerre entre Russie et Ukraine. Donc, on a assisté à une explosion des prix de matières premières, pas que des matières premières de l'énergie, gaz, pétrole. On a eu aussi une explosion des produits agricoles, puisque l'Ukraine et la Russie sont des gros exportateurs au niveau mondial de blé notamment et de maïs. Alors forcément, le corollaire de tout ça, c'est des perspectives économiques qui sont brouillées, donc un rebond économique qui est en train de s'éroder, même s'il est toujours là. Les indices d'activité que vous voyez en dessous, graphique de gauche PMI service et de droite PMI manufacturier, montrent qu'effectivement, on était dans des tendances haussières jusqu'à une grande partie de l'année 2021, puis ces indices ont commencé à se replier en fin d'année, et notamment sur le service manufacturier, on voit que la baisse s'est accélérée. Néanmoins, nous sommes sur des niveaux d'indices qui restent constructifs, puisqu'on est au-dessus de 50. 50, ça veut dire effectivement qu'on est toujours dans des phases de croissance, on n'est pas dans des phases de récession, donc c'est le côté rassurant des choses. Si tu peux passer, Guillaume, la slide. Voilà. Donc, face évidemment à cette problématique, risque de hausse d'inflation qui à la fois est dans une ampleur qui a été assez surprenante, tout du moins ça a été surprenant aux yeux des banques centrales, et aussi surprenant quant à la durée, puisque effectivement l'événement géopolitique s'est inscrit dans cette histoire-là. On a parallèlement à cette inflation un risque de baisse d'activité, mais néanmoins, les banques centrales ont tranché cette problématique entre inflation et croissance. Les banques centrales ont répondu catégoriquement qu'il fallait durcir le ton, et c'est ce que les États-Unis ont commencé de faire, puisqu'on a eu le FOMC qui a augmenté ses taux directeurs de 25 BP. Alors la Fed n'est pas encore, la BCE n'est pas encore à ce stade-là, puisque aux États-Unis, on a une inflation qui est essentiellement domestique. On a effectivement hausse des prix de l'énergie, mais on a également des hausses de salaire assez significatives. Et un marché de l'emploi qui se tient très bien, qui est même en tension. Le dernier FOMC, donc, qui a eu lieu mi-mars, nous a indiqué qu'il y aurait 6 hausses de taux supplémentaires par rapport à celle qui a déjà été réalisée en 2022, et ensuite 4 en 2023.
parallèlement, on a eu aussi, a été évoqué, la réduction du bilan de la Fed qui est attendu être précisée à partir du mois de mai, c'est-à-dire au prochain FOMC. Ça, c'est du côté des États-Unis. En Europe, on a évidemment de l'inflation, mais c'est une inflation qui est tributaire plus de la hausse des prix de l'énergie que des prix domestiques. De ce fait-là, évidemment, le changement de ton du côté de la BCE a été aussi radical et on s'attend désormais à un relèvement des hausses de taux directeurs de la BCE à partir du deuxième trimestre. Si vous regardez le graphique en dessous, vous allez voir quelles sont les anticipations de marché quant à la hausse de ces taux directeurs. La première courbe est la courbe bleue, celle qui est au-dessus. Elle vous indique que le taux 3 mois actuellement est à 1%, un petit peu moins de 1%, et que d'ici juillet 2023, il devrait s'établir, selon les anticipations de marché, bien évidemment, à 3,42. Ça veut dire que l'on a une hausse des taux qui est anticipée par les marchés de 220 points de base en l'espace à peu près d'une quinzaine de mois. Du côté de la zone euro, on a le même phénomène, une anticipation de hausse des taux 3 mois, puisqu'on passe de 0,47, le niveau actuel, à 1,38 d'ici à peu près 18 mois, donc un peu plus loin, un peu plus étalé dans le temps, c'est-à-dire en octobre 2023, on serait à 1,38, ce qui signifie qu'on aurait à peu près 180 points de base de hausse des taux. Donc, hausse des taux de part et d'autre de l'Atlantique, avec une ampleur qui est supérieure du côté États-Unis par rapport à la zone euro. Il faut mettre en parallèle du côté des États-Unis les réflexions que l'on a eues récemment de la part de James Bullard, qui est le membre du board du FOMC et qui est à la tête de la Fed de Saint-Louis, et qui a dit qu'il fallait prendre comme référence de resserrement monétaire l'année 1994. L'année 1994, on l'a tous en tête, ça a été une hausse très rapide des taux. On est passé de 3% de taux directeur à 6%. Donc si on compare les 200 points de base que l'on a déjà intégrés, qui sont déjà intégrés dans le marché, on voit qu'il y a encore une marge au réajustement à la hausse des taux de la part de la Banque centrale américaine. Donc, évidemment, le tableau qu'on brosse, c'est un durcissement de politique monétaire, mais il ne faut pas oublier que les politiques monétaires restent quand même accommodantes, puisque les taux réels sont en territoire négatif encore, notamment du côté de la zone euro. Du côté des politiques budgétaires, on voit que le soutien est toujours là, il est toujours présent, mais il est plus ciblé. Donc, du côté des États-Unis, on a eu le plan de dépenses dans les infrastructures qui a été voté. On a eu aussi le projet Build Back Better qui avait été enterré temporairement et qui ressurgit maintenant dans les discussions, vu que les élections de mi-terme approchent en novembre et que Joe Biden aimerait bien que son projet se concrétise. Ce qu'on retient en tous les cas dans l'immédiat, c'est que nous avons un budget 2022 qui est en hausse par rapport au budget 2021, donc on est avec des dépenses supplémentaires de plus 6%. Du côté de l'Europe, là aussi, on n'est pas dans une politique budgétaire restrictive puisque on a les dépenses, les budgets qui ont été déjà votés, mais on a depuis le conflit russo-ukrainien qui a suscité de la part des gouvernements des mesures d'aide pour amortir le choc énergétique auprès des ménages, de manière à ce que le pouvoir d'achat des ménages ne soit pas érodé. Et c'est aussi une manière de ne pas accélérer la hausse des salaires. En conclusion, on voit que les perspectives de croissance sont toujours là, mais ont un impact négatif lié justement à ce conflit russo-ukrainien. L'OCDE a donné une estimation à la mi-mars, c'est-à-dire on était à peu près 3 semaines après le démarrage du conflit, puisque l'invasion ukrainienne c'était le 24 mars. Donc l'estimation de l'OCDE a été que l'impact négatif se chiffrait à moins 1,4% de croissance en moins pour la zone euro, ce qui nous ramènerait la croissance pour 2022 à 2,9%. Et du côté des États-Unis, on aurait un impact négatif de moins 0,9%, ce qui nous donnerait une croissance pour 2022 de 2,8%.
Donc on voit que ce ne sont pas des chiffres non plus qui sont rédhibitoires et qui montrent que l'on est en récession. On est encore avec une croissance qui est quand même dynamique. Du côté des valorisations des marchés obligataires, déjà du côté dette souveraine, on voit que les actions des banques centrales Fed et BCE sont avec un retrait progressif des achats. Alors, du côté des États-Unis, on a vu que les achats de quantitative easing avaient été stoppés, mais on parle de modalités de réduction maintenant de bilan de la Fed. Les dernières réflexions qui ont été faites de la part des membres du board de la Fed laissent entendre qu'il y aurait une réduction de 95 milliards de dollars par mois qui serait mis en place, à considérer par rapport à un bilan qui pour l'instant est de 9 000 milliards de dollars. Du côté de la BCE, là on a eu la fin du PEPP, ça c'est depuis fin mars, et on a l'APP qui a pris la relève pour 40 milliards d'euros, qui va bientôt s'éteindre puisqu'il est en réduction programmée, comme l'indication a été donnée lors la dernière réunion de la Banque centrale, puisque l'on va passer de 40 milliards à 30 milliards, puis 20 milliards, c'est-à-dire mois par mois, on a un décrescendo de ces achats. Et se pose la question évidemment de l'arrêt total de cette APP à partir de juillet, et aussi se pose la question d'une hausse des taux. Nous avons eu récemment avant-hier Holzmann de la Banque centrale d'Autriche qui nous a indiqué qu'il serait opportun de remonter les taux de 25 BP par 2 fois d'ici la fin de l'année, les taux directeurs. Donc on voit que toute cette remontée des taux et sa rapidité, son ampleur dépendent totalement du tempo qui est donné par les banques centrales. C'est pour ça que nous sommes très attentifs au discours des uns et des autres sur ce sujet. La conclusion, c'est qu'évidemment, il y a eu hausse des taux, il y a eu un grand chemin de fait sur la hausse des taux, mais ce mouvement n'est pas encore achevé. Cette hausse des taux, elle concerne évidemment les États-Unis, elle concerne l'Europe, mais au sein de l'Europe, elle concerne évidemment les pays périphériques, et on pense qu'un dérapage à la hausse des taux périphériques, plus que dans les pays cœur de la zone euro, n'est pas à envisager. On pense que ça ne va pas avoir lieu, puisqu'on a eu depuis la crise sanitaire un renforcement de la cohésion de la zone euro, et même si la BCE ne vient pas en soutien aussi efficacement à l'achat de la dette des pays périphériques, comme dans le cas du PEPP, on a des mécanismes de solidarité entre pays qui se sont mis en place. Et puis, on a eu le plan Next Generation qui a été voté, qui est mis en œuvre, et récemment, on a eu encore des émissions de ce nouveau plan, sachant que ce plan Next Generation vient particulièrement en faveur des pays du Sud, et notamment de l'Italie. Donc, vous avez là sous les yeux le résultat de tout ce contexte que je viens d'écrire, contexte politique, contexte géopolitique et contexte de défense budgétaire. Le mouvement est clairement à la hausse. On voit que sur les taux 10 ans, ce mouvement haussier a démarré finalement dès la fin 2021, et que toutes les courbes se sont décalées à la hausse, que l'on soit en zone euro ou que l'on soit aux États-Unis. Aujourd'hui, on est à peu près depuis le début de l'année à plus de 100 points de base de hausse des taux dans tous les pays, et on constate que cette hausse des taux a touché aussi bien les pays cœurs en zone euro que les pays périphériques, mais que tout ce mouvement s'est fait dans une même ampleur, et que finalement les écarts de spread entre les pays se sont à peu près tenus. Ça, c'est pour le 10 ans. Sur le 2 ans, on a eu une hausse des taux qui a été extrêmement rapide aux États-Unis, puisqu'aujourd'hui, on est à 2,47 de taux, à comparer aux 10 ans américains qui est à 2,60, c'est-à-dire que nous avons une courbe qui est quasiment plate aux États-Unis. La courbe est extrêmement pentue jusqu'à peu près 4 ans, et puis la courbe se stabilise dans la durée sur le même taux.
autour de 2,40, 2,50, 2,60. Du côté de la zone euro, les taux désormais sont en territoire légèrement positif ou légèrement négatif pour les pays cœurs et positif pour l'Italie, puisqu'on est à 0,40 en Italie et on est autour de 0 en France et en Allemagne. Du côté de la dette privée, nous avons eu, alors qu'on a été toute l'année 2021 sur des niveaux extrêmement bas, on parlait de niveaux historiquement bas des spreads. Ces spreads sont repartis à la hausse depuis le début de l'année, et que ce soit sur les notations investment grade, comme l'indique l'indice ITRAX Main, ou que ce soit sur les notations high yield, comme l'indique l'ITRAX X-Over. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les spreads se sont reconstitués et on va voir que ce n'est pas un signal de mauvais présage sur la santé des entreprises, mais que c'est bien lié à une incertitude de marché. Cette incertitude de marché, évidemment, qui a été brouillée, évidemment, par le tempo donné par les banques centrales, dont on ne connaît pas effectivement l'action de façon claire et précise. C'est normal, vu qu'il faut tenir compte du contexte, et aussi à cause de l'invasion russe en Ukraine. Si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, on a eu cette hausse des spreads. Ce n'est pas forcément un mauvais signal, puisque si l'on considère les résultats qui ont été publiés en 2021, on voit que le bilan des sociétés est ressorti renforcé par la crise sanitaire. Alors évidemment, hors secteurs qui ont été frappés par l'épidémie, comme les compagnies aériennes, le tourisme. Mais ces résultats donc, sont au-delà du consensus et confirment que les entreprises se sont désendettées, ce qui est bon pour nos spreads de crédit. Selon les agences de notation, le taux de défaut des entreprises n'est pas attendu en dégradation en 2022. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, vous avez l'évolution dans le temps du taux de défaut en Europe des papiers de notation high yield. Et vous voyez qu'on est à peu près sur des niveaux de 1, autour de 1. On a même un point bas en dessous de 1 en avril 2022, pardon, c'est-à-dire ce mois-ci, au niveau donc, des taux de défaut high yield en Europe estimés par Moody's, que ce taux de défaut remonte légèrement en fin d'année pour atteindre 2,1%. Alors, évidemment, c'est plus que 1,2, 2,1 supérieur, mais ça ne veut pas dire que c'est un taux qui est alarmant. Il faut mettre ça en perspective, puisque historiquement, on est sur des moyennes de taux de défaut qui sont autour de 2,35, 2,40. Donc, à partir du contexte donc, que je vous ai rapidement brossé, on voit que la poursuite de la pression à la hausse des taux n'est pas forcément arrêtée. Elle va continuer. La pression à la hausse des taux continue. Les spreads se reconstituent. Et là, ce sont un retour d'opportunité d'investissement pour nous, puisque la dette investment grade, même sur le cours, peut présenter maintenant des taux de rendement positifs, alors que jusqu'à présent, on était extrêmement ancré sur des rendements négatifs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a toujours évidemment une obligation d'une grande sélectivité dans tous les dossiers de crédit. On a une affection plus particulière sur les obligations non notées par les agences, mais qui sont de qualité néanmoins investment grade. Nous avons toujours un pick-up par rapport aux obligations qui sont notées IG par les agences de notation. On a une attractivité aussi des émetteurs de notation high yield, puisque leur spread qui s'est reconstitué permet d'amortir à la hausse les hausses des taux à venir. Et comme nous avons encore ce mouvement de hausse des taux qui n'est pas terminé et que nous avons une quantification à attendre de la courbe de la zone euro, la courbe des taux de la zone euro, évidemment, on se positionne sur des maturités très courtes ou sur des dates de call qui sont très rapprochées et évidemment très probables, jugées probables de la part de leur émetteur. En termes de secteur,
Nous privilégions le secteur financier subordonné sur les banques et sur les compagnies d'assurance, et ainsi que les captifs bancaires, cette fois-ci de renseignants. Et non sur les secteurs non financiers, on aime particulièrement l'industrie et les télécoms. Une petite note aussi sur l'Italie. On a toujours un surcroît de rémunération sur les émetteurs italiens, alors que, comme on l'a vu, la solidarité européenne s'est renforcée et qu'on a aussi une stabilité politique qui a été assurée par la conduction de Mario Draghi au pouvoir. Donc, si je conclus sur tous ces éléments, c'est que notre stratégie d'investissement est de rester sur des maturités courtes, puisqu'elles sont désormais rémunératrices, mais en plus qu'elles sont protectrices d'une hausse éventuelle et sans doute probable à venir des taux d'intérêt. Nous préférons nous positionner sur du high yield court plutôt que de l'investment grade long. On peut avoir des taux de rendement sympathiques en restant sur du court et en profitant des spreads du high yield qui se sont reconstitués comme on l'a vu. Nous avons un grand intérêt aussi sur les titres à date de call rapprochée. Date de call rapprochée, mais ce sont des titres pour lesquels nous sommes très sélectifs, puisque cette date de call, elle est rapprochée si elle est exercée, évidemment, par l'émetteur, et nous attachons évidemment une grande importance aux caractéristiques techniques des émissions des papiers, Michael va revenir là-dessus, de telle manière à ce que techniquement, l'émetteur soit incité à coller le papier, ne serait-ce que par intérêt économique. Donc, ces trois éléments sont au cœur de notre stratégie d'investissement, et évidemment, concernant ces trois points, et on arrête nos choix que sur des émetteurs que l'on a sélectionnés dans une approche extrêmement prudente, parce que l'on sait que le moindre erreur de choix sur un émetteur peut gagner le portefeuille en volatilité, peut donner plus de volatilité sur les portefeuilles. Mais je vais laisser la parole à Michael qui va revenir plus en détail sur ces différents points et qui va vous montrer comment on procède dans notre implémentation d'allocation et sur le bond picking que nous opérons. Merci Marie-Laurence, bonjour à tous. Alors nous allons voir maintenant comment obtenir des taux de rendement intéressants avec une faible sensibilité aux taux d'intérêt. Tout d'abord, comme le soulignait Marie-Laurence, avec la hausse récente des taux d'intérêt et l'écartement des spreads de crédit, certaines obligations courtes datées investment grade ont retrouvé des taux de rendement qui sont très attractifs. On peut prendre notamment l'exemple de l'obligation BPCE, Lower Tier 2, sur une maturité de juillet 2023, donc un peu plus d'un an, qui offre un taux de rendement de 0,64%. Comme vous le savez, BPCE est une banque très solide qui a publié des résultats excellent au titre de 2021, puisque les résultats ont cru de 14% et le résultat net de la banque a été multiplié par 2,5 à quasiment 4 milliards d'euros. C'est une banque qui a profité de la crise pour améliorer son coefficient d'exploitation, qui est maîtrisé aujourd'hui à 66,1%, alors qu'avant crise, il était aux alentours de 69%. Et en termes de solvabilité, BPCE est l'une des banques européennes les plus solides en termes de capitalisation, puisque son ratio de solvabilité Core Equity Tier 1 s'élevait fin 2021 à 15,8%, malgré des éléments qui ont impacté négativement ce ratio, à savoir la croissance forte des activités qui sont consommatrices de capital et également le rachat des minoritaires de Natixis qui a pesé sur ce ratio à hauteur d'un peu plus de 70 points de base. Autre obligation dans cette catégorie que nous trouvons très intéressante, c'est l'obligation Stellantis juillet 23 avec un call en avril 2023 qui rapporte 0,41 au call. Et si d'aventure elle venait à ne pas être collée, nous porterions le papier 3 mois de plus, mais le rendement à maturité monterait à 0,98%. Le groupe Stellantis, c'est le groupe qui est issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, qui a dégagé de très bons résultats en 2021, avec notamment un free cash flow de plus de 6 milliards d'euros, tiré d'une part par l'amélioration de la rentabilité du groupe, et d'autre part par d'importantes synergies liées à la fusion.
sous l'impulsion de son directeur général, Carlos Tavares, qui a fait un travail remarquable depuis qu'il est à la tête du groupe PSA et depuis Stellantis. Le groupe dispose d'une liquidité pléthorique, plus de 62 milliards d'euros de liquidité, dont quasiment 50 milliards d'euros de cash, ce qui couvre largement notre échéance, puisque l'ensemble des échéances courtes 2022-2023 sont largement couvertes par cette liquidité. Enfin, le groupe dispose d'une structure de coûts flexible qui va lui permettre d'absorber, en tout cas du moins partiellement, les effets de pénurie qui affectent la production automobile mondiale, notamment dans les semi-conducteurs, et une inflation des composantes qui aujourd'hui est très élevée. Une autre catégorie d'obligations courtes offre un rendement attractif sans prendre non plus un risque de duration élevé. Ce sont des obligations non notées par les agences de notation et pour lesquelles nous estimons que la qualité de crédit est investment grade. Dans cette catégorie, nous pouvons notamment prendre l'exemple de l'obligation Bureau Veritas 2023, septembre 2023, avec un call en juin 2023, qui rapporte 0,65 au call, et si nous portons le papier à maturité jusqu'à septembre, il rapportera 0,78. Bureau Veritas est un émetteur non noté par les agences de notation, auquel nous attribuons un rating BBB+. La société évolue sur un secteur très porteur, puisque la demande de certification est en forte augmentation à travers le monde. On a un business model qui est très solide, fortement générateur de free cash flow, et on a surtout un groupe qui aujourd'hui est très peu endetté, puisque le ratio dette net EBITDA est tombé à seulement 1,1 fois fin 2021, soit son niveau le plus bas depuis l'introduction en bourse en 2007. Sur cet émetteur, là aussi, on a une liquidité qui est très importante, 1,4 milliard d'euros de cash, 600 millions de lignes de crédit non tirées, avec des covenants qui sont largement respectés, puisque le groupe s'est engagé à ne pas dépasser un ratio de levier dette net EBITDA de 3,5 fois. On est seulement à 1,1 fois aujourd'hui. Donc, cette liquidité importante, là aussi, couvre totalement l'échéance septembre 23 que nous avons en portefeuille. Un autre émetteur qui est aussi intéressant à nos yeux est l'émetteur Ubisoft sur une maturité janvier 23 avec un call en novembre 2022 qui rapporte 0,83 au call et 0,87 à maturité. On est sur un papier là aussi non noté, mais que nous estimons investment grade, puisque nous lui attribuons la note de BBB-. Ubisoft est l'un des leaders mondiaux de son secteur, dans le secteur des jeux vidéo, et dispose de franchises très fortes, notamment les franchises Assassin's Creed, Far Cry, Les Lapins Crétins ou encore Just Dance. On a là aussi un endettement qui est maîtrisé, puisque le ratio dette net sur EBITDA est de seulement 0,6 fois à fin septembre 2020, puisque le groupe est actuellement en exercice décalé et clôture à fin mars. Et on est dans un secteur qui a une croissance très forte et qui est actuellement en pleine concentration. On a eu en début d'année des grosses opérations de fusion-acquisition dans le secteur, avec notamment le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft ou Bungie par Sony. Et ça, c'est des opérations qui sont très importantes puisque c'était pour 69 milliards d'euros ou 4 milliards de dollars. Et Ubisoft, là aussi, a une très forte liquidité qui couvre totalement cette échéance. Si l'on regarde, on a une troisième catégorie d'obligations qui offre un rendement attractif. Ce sont les obligations perpétuelles ou datées avec une date de call rapprochée. Le premier exemple est l'obligation convertible perpétuelle senior Quadient avec un call en juin prochain. La Quadient est un émetteur qui n'est pas noté par les agences et que nous estimons en qualité BB. Quadient, pour situer un petit peu, c'est l'ancien Néopost. Donc, c'était une société qui est parvenue à gérer la décroissance de son activité historique, les machines à affranchir, en se diversifiant sur de nouveaux métiers, notamment les parcel lockers. Comme vous le savez, ce sont ces casiers installés dans les espaces publics qui vous permettent de récupérer des colis. On est sur une société qui génère des free cash flow très solides et on est sur une obligation qui a d'ores et déjà été refinancée sur les marchés au cours de l'année 2021 et du coup, le call devrait être exercé à première date puisque passé cette date, le coupon va passer à Euribor 6 mois plus 8%,
ce qui est prohibitif dans le contexte actuel, surtout que la société n'a pas besoin de cette émission hybride afin de respecter ses covenants. Et sur ce papier, on obtient un taux call de 1,74%, ce qui est très intéressant, sachant qu'on est sur du papier qui va venir à échéance dans 2 mois. Autre exemple, l'obligation hybride Eurofin scientifique, avec un call en août 2022 et qui rapporte 3,77% au call. Eurofin est une des sociétés qui a le plus bénéficié de la pandémie de Covid, puisque ces laboratoires ont réalisé énormément de tests. Cela leur a permis d'une part de générer d'importants free cash flow, plus de 800 millions en 2020, plus d'1 milliard en 2021, ce qui a permis d'une part de se désendetter et d'autre part d'améliorer les ratios de crédit. Aujourd'hui, on est sur un groupe qui a un ratio dette nette sur EBITDA de 1,7 fois en incluant les dettes hybrides, 1,2 fois si l'on les exclut, malgré la poursuite des acquisitions qui ont été réalisées par le groupe ces 2 dernières années, puisqu'ils ont dépensé un peu plus de 700 millions d'euros en acquisition bolt-on. Plus spécifiquement, comme disait Marie-Laurence, on regarde vraiment les caractéristiques des obligations. C'est une obligation qui a déjà été disqualifiée par Moody's dans le calcul des fonds propres en juillet 2020, lorsque l'émetteur a obtenu une notation investment grade. À l'époque, c'était une notation Baa3, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Pourquoi cette obligation a été disqualifiée du calcul des fonds propres par Moody's? Parce que le step-up à première date de call était jugé trop élevé et trop incitatif à l'exercice du call. C'est-à-dire que passé la première date, le coupon qui avait été de 2,875 à l'émission va passer sur un taux d'Euribor 3 plus un peu plus de 6%. Et par conséquent, l'émetteur devrait, selon nous, exercer son call parce que payer de la dette senior aujourd'hui à 6%, c'est quelque chose qui est un non-sens économique. Dernier exemple dans cette catégorie, l'obligation Lower Tier 2 Aviva 2043 avec un call en juillet 2023 qui rapporte 0,82% au call. Le groupe Aviva a fortement renforcé sa structure financière ces dernières années en procédant notamment à pas mal de cessions d'actifs. Ils ont notamment cédé leurs activités françaises à la Massif pour un peu plus de 3 milliards d'euros l'an dernier, ce qui leur a permis d'avoir un ratio de solvabilité qui est très important. Leur ratio solvabilité 2 s'élevait à fin 2021 à 244%. C'est un coupon qui va passer post-première date de call sur un mid-swap 5 ans plus 5,13%, ce qui est très élevé dans le contexte de marché actuel. Si on prend l'exemple d'une obligation Aviva 2045, call 2025, le niveau de spread est plutôt de l'ordre de 120 points de base, donc on a quand même 400 BP d'écart, ce qui montre bien l'intérêt économique de l'émetteur à exercer son call à première date. Et enfin, la dernière catégorie d'obligations qui offrent un rendement intéressant tout en restant sur du court, ce sont des émetteurs high yield. Alors, quand on parle d'émetteurs high yield, conformément à notre ADN, on reste sur des émetteurs solides, c'est-à-dire sur la partie haute du high yield, donc des émetteurs qui sont notés WB, WB+. On peut prendre le premier exemple de l'obligation convertible sans delta Elis octobre 2023, donc un émetteur noté WB+, BA2, qui rapporte 1,42%. Elis, que vous connaissez tous, possède un business model extrêmement solide, fortement générateur de free cash flow. Ce qui est intéressant de noter, c'est que même en 2020, alors que le groupe était fortement exposé au secteur de l'hôtellerie et de restauration et que le chiffre d'affaires a décru de 14%, le groupe est quand même parvenu à générer des free cash flow positifs. On a des perspectives de croissance qui demeurent favorables puisque de plus en plus d'entreprises font appel à des prestataires externes et on est sur des ratios d'endettement qui sont maîtrisés. On est sur un ratio dette net EBITDA de 3,4 fois fin 2021 et on va tomber à 2,6 fois en fin d'année 2022. Autre obligation à yield courte, Nexans août 2023 avec un call en mai 2023. Donc là, on est sur un émetteur WB+, qui rapporte 0,72% au call. On est sur un groupe qui est très bien orienté, dont l'activité est bien orientée grâce notamment à son positionnement dans la transition énergétique. On a un endettement qui est très faible puisque le ratio dette net EBITDA était de seulement 0,2 fois fin 2021.
on a une liquidité aussi qui est très importante, quasiment 1 milliard d'euros de cash, 800 millions d'euros de lignes de crédit, face à seulement 637 millions d'euros d'échéance en 2022 et en 2023. Il faut souligner que Nexans a quand même fait une acquisition importante ces derniers mois. Ils ont acquis une société colombienne qui s'appelle Centelsa, qui est un fabricant de câbles haut de gamme pour 225 millions de dollars. Mais cette acquisition ne change en aucun cas la qualité de crédit du groupe. D'ailleurs, Standard & Poor's a upgradé le titre AW+, au cours du mois de février, puisque post-acquisition, on va avoir un ratio dette net EBITDA qui devrait s'élever autour de 0,6 fois pour un covenant de 3,2 fois. Donc, c'est vous dire la marge de manœuvre dont dispose la société. Et enfin, dernier exemple, l'obligation SPI mars 2024 avec un call en septembre 2023, où là, pour un émetteur WB, on obtient un taux de rendement au call de 1,31%. SPI est une société, là aussi, qui évolue sur un secteur d'activité très porteur. C'est un secteur d'activité en plus qui est très fragmenté, donc qui offre d'importantes opportunités de faire des opérations de croissance externe de taille moyenne à des prix très attractifs. La société dispose d'ailleurs d'un savoir-faire très important en matière de fusion-acquisition et dispose surtout d'un management de très grande qualité. Le business model est là aussi très fortement générateur de free cash flow, et on a un ratio dette net EBITDA qui s'élève seulement à 1,8 fois fin 2021. Là, on est sur un covenant qui est à 4 fois, et là aussi, la liquidité est très importante. Ça, c'est un point sur lequel nous faisons vraiment attention. Le groupe dispose de 1,8 milliard d'euros de liquidité. Alors peut-être juste pour illustrer l'attractivité des obligations dont nous venons de parler, voici quelques points de repère sur le rendement des obligations souveraines ou corporate investment grade. Si on regarde le 30 ans allemand, par exemple, on était à mercredi soir sur un rendement de 0,79. Sur le 10 ans français, on était à 1,18 ou sur du 5 ans italien, on était à 1,55. Du côté des obligations corporate, si on va sur une obligation Sanofi à 8 ans, on est sur 1,33. Une obligation Danone à 5 ans, 1,16. Et là, sur toutes ces obligations, bien sûr, on prend un risque de sensibilité qui est élevé. Pour nous, ce n'est pas opportun, dans le contexte actuel de marché que Marie-Laurence vous a évoqué un petit peu précédemment, d'investir sur ces obligations, puisque le mouvement de hausse des taux d'intérêt va se poursuivre, et nous préférons obtenir des taux de rendement similaires sur les obligations courtes que nous avons vues précédemment. Je vais maintenant laisser la parole à Albin qui va vous présenter nos différentes solutions d'investissement. Merci Michael. Rebonjour à tout le monde. Donc vous allez retrouver ce positionnement à la fois top-down présenté par Marie-Laurence et bottom-up présenté par Michael dans une gamme de gestion obligataire qui s'articule autour de 3 fonds. 2 sont structurellement courts et le 3e est un flexible obligataire qui va pouvoir piloter sa sensibilité. Le premier et le plus ancien est Gaspal Court Terme. C'est un fonds qu'on a créé en 2003, en avril 2003. Ce fonds-là a un positionnement très court puisqu'en fait, il va se concentrer sur des obligations dont la maturité résiduelle est inférieure à 2 ans. Historiquement, la sensibilité de ce fonds-là se situe autour de 0,6. Ensuite, flexible annuel, qui va adopter la même philosophie en restant sur des obligations dont la maturité résiduelle est inférieure à 2 ans, mais il va se permettre également d'aller sur des obligations callable, essentiellement des obligations callable dont dont la première date de call est exerçable dans les 2 ans. À noter que sur cette partie callable, on est extrêmement vigilant à ce qu'il y ait une forte incitation, soit réglementaire, économique ou réputationnelle, pour que l'émetteur exerce son call. Flexible annuel a, lui, une sensibilité qui est historiquement inférieure à 1. Le 3e fonds de notre gamme obligataire, qui est Gaspal Obligin 4, c'est un fonds qui est un peu plus récent, puisqu'on l'a créé en avril 2020, à la demande de certains de nos investisseurs qui nous avaient demandé en fait, de dupliquer ce qu'on faisait sur le court et très court, sur quelque chose qui peut potentiellement être un petit peu plus long. Donc ce fonds-là va pouvoir piloter sa sensibilité de manière flexible entre 1 et 4, en fonction des anticipations de nos gérants. Vous l'aurez compris, dans le contexte actuel, ce fonds est structurellement et conjoncturellement plutôt positionné sur la borne basse. Dans le contexte actuel, on trouve que c'est plus intéressant. À noter que Flexible Annuel et Gaspal Obligin 4 sont conformes à l'article 8 de la réglementation européenne SFDR. On va regarder maintenant les métriques clés de ces 3 fonds. Dans le contexte actuel de début d'année,
on a de manière très importante rechargé les TRA, puisque vous allez retrouver sur Gaspal court terme un TRA à 0,56, 1,22 sur Flexib annuel et 1,69 sur Gaspal Week 4, avec des sensibilités qui restent dans les bornes dont je vous ai parlé, 0,67 pour Gaspal court terme, 1 pour Flexib annuel et 1,63 pour Gaspal Week 4. On est positionné court, avec une durée de vie moyenne de 9 mois pour Gaspal court terme, 1,1 an pour Flexib annuel et 1,8 ans sur Obligain 4. On est resté assez prudent sur le high yield, puisque Gaspal court terme a une proportion de high yield qui est inférieure à 30%, alors que son prospectus lui autorise à aller jusqu'à 50%. Flexib annuel est à 40% quand son prospectus lui autorise à aller jusqu'à 60%, et Gaspal Obligain 4 est à 36%, 36,8% quand son prospectus lui autorise également à aller jusqu'à 60%. À noter qu'on a des volatilités 1 an hebdo qui sont extrêmement faibles. Si vous regardez des volatilités un peu plus longues, elles ont été légèrement supérieures à cause de l'année 2020, qui a pour tout le monde fait augmenter les volatilités. Mais là, on retourne pour avoir un point de repère. Gaspal court terme, c'est une volatilité qui est historiquement autour de 0,5. Donc là, on est plutôt inférieur. Voilà sur la partie fond. Je vais maintenant laisser place aux questions s'il y en a.